Alors, nous allons commencer tout doucement mais sûrement. Et tout d'abord, je voudrais vous expliquer, ainsi que Dalila et Claudia, comment ça fonctionne ce webinaire. En fait, nous allons tout d'abord nous présenter. Donc, je laisserai d'abord, je passerai la parole à Dalila et à Claudia. Je me présenterai après. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant tout le temps de ce webinaire, j'ai ma comparse, ma petite fée de l'autre côté, Dalila, qui sera aux manettes et qui répondra à vos questions, à vos remarques, à tout ce que vous avez envie de poser comme question. Cela se passe par la fonction Q&R, Q et R, questions et réponses. Et donc, vous pouvez réagir là-dessus et Dalila vous répondra au fur et à mesure et traitera de vos questions et de vos réactions. Il y aura une partie à la fin du webinaire qui sera consacrée à vos questions-réponses, là de façon orale. Et donc, Dalila sélectionnera les questions, parce qu'il se peut que vous ayez des questions semblables ou qui sont les mêmes, et donc elle traitera le type de questions qui arrivent et répondra elle-même ou alors moi, selon le type de questions. Et c'est elle, à ce moment-là, qui est le chef d'orchestre des questions et des réponses. Voilà. Ce webinaire va durer 1h30. J'espère que je vais tenir le temps. Et pour maintenant, je vais passer la parole d'abord à Claudia. Bienvenue, Claudia. Merci. Je te passe la parole Olga. pour te présenter. Tu me passes la parole, super. Merci et bonsoir à tout le monde et merci d'être là. Donc, je sais qu'Olga a beaucoup de choses à partager avec vous, donc je vais être très brève. Mais donc, je me présente. Mon nom, c'est Claudia Jimenez, comme vous le voyez à l'écran. Je suis fondatrice du cabinet de conseil, de coaching et de formation Altilus, qui est un cabinet qui se trouve en Belgique, mais qui a aussi une antenne à Casablanca, au Maroc, et j'ouvre en septembre l'Altilus Academy, qui sera une académie avec des parcours certifiants autour de la transformation des entreprises, mais aussi des personnes. Et donc, dans ce cadre-là, différents parcours sur le leadership transformationnel, un parcours assez innovant de coaching aussi, une certification, et en partenariat avec le CFIP, ravi d'exporter cette magnifique certification PNL et aussi neurosciences. Et peut-être je peux déjà ajouter, Olga, que autour de la PNL, on organisera aussi à Marrakech, à la Toussaint, une semaine autour de la PNL et du bien-être. Donc, on est en train de vous concocter ça, qui sera bien sûr ouvert à tout le monde. Une semaine dans cette magnifique ville avec la certification PNL et d'autres activités pour les gens qui participeront au parcours, mais aussi on a prévu pour les accompagnants, enfants ou conjoints, donc une vraie semaine bien-être et apprentissage. Voilà. Super, génial, merci, on sera ravis, Dalila et moi-même, d'y aller et d'animer le certificat PNLcom. Je te passe la parole, Dalila. Oui, merci Olga. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de faire votre connaissance au travers de mon rôle de facilitatrice aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire dédié aux émotions. Donc, je suis formatrice en programmation neurolinguistique, maître praticien, formée au CFIP. Et j'ai la joie, je dirais, de développer l'école PNL à Lille depuis 2 ans maintenant. Et aujourd'hui, je suis aux manettes
du déploiement du webinaire. Et la PNL a pour vocation d'être à l'écoute. Eh bien, je serai à l'écoute de vos questions, de vos besoins. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer sur le volet Q&R ou sur le volet discussion et j'aurai plaisir à répondre à vos questions et à vos attentes. Alors, je vous souhaite un merveilleux webinaire en compagnie d'Olga, de Claudia, de Delphine et puis de l'ensemble des participants. Merci à vous. Super, merci Dalila. Alors, je propose donc à mes compagnes de route de se mettre en invisibilité pour que les personnes puissent en effet participer, enfin avoir une visibilité pour les slides. Voilà, je vais me présenter. Je m'appelle Olga Bello Marquez. Je pense qu'il y a certaines d'entre vous qui me connaissent, peut-être d'autres pas. Et donc, je vais faire un rapide résumé de mon parcours. Donc, je suis formée tout d'abord en sciences sociales et puis en philosophie où j'ai fait le parcours de maîtrise à la Sorbonne à Paris. Et je suis depuis lors, depuis mes études universitaires, je me suis penchée et je me suis spécialisée dans l'accompagnement humain. Actuellement, eh bien, je suis enseignante et coordinatrice de l'école PNL. Ici, nous avons Dalila qui est formatrice et les enseignants sont ceux qui délivrent des certificats, qui sont formés pour reconnaître des praticiens et des maîtres praticiens. On parlera de ça tout à l'heure. J'interviens aussi dans 2 autres écoles au sein du CFIP. Donc, quand nous parlons d'école, nous parlons de formations de longue durée, des formations certificatives. Et donc, il y a la PNL, bien sûr, et puis il y a l'académie de coaching et le coaching scolaire. Par ailleurs, je suis coach et j'interviens en tant que coach. Je travaille aussi en tant que psychothérapeute. J'ai mon propre cabinet où je reçois des individus, des couples et des familles. Je dispense aussi des supervisions, aussi bien pour des coachs, superviseuses de coachs, mais aussi d'équipes de travail, d'équipes de managers. Et j'interviens dans des modules un peu plus courts liés à ce qu'on appelle le management de la diversité, c'est-à-dire tout ce qui est lié au genre, à la culture et puis aussi au management du volontariat. Voilà, je pense que c'était tout ce que j'avais à dire sur moi pour aujourd'hui, ça suffit. Le reste, c'est ce qui nous intéresse pour cette journée. Alors, on va parler des émotions. Vous imaginez bien que c'est un sacré challenge d'aborder un thème aussi vaste en 1h30. Donc, je vais probablement dire des choses que certains connaissent et certaines connaissent, et puis d'autres peut-être pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y aurait beaucoup à dire et que je vais me restreindre et je vais aborder seulement quelques notions liées aux émotions. Alors, prenons tout d'abord l'étymologie du mot émotion. Donc, ça vient du latin emovere, qui, comme vous pouvez peut-être imaginer, mouvoir, se mouvoir, il y a quelque chose du français là-dedans, c'est être en mouvement. Et c'est un mot qui a existé dans la langue latine jusqu'au XIIIe siècle comme étant un terme lié au corps. Et aujourd'hui encore, cette terminologie, on va dire ces mots, existent tout à fait dans le sens du mouvement, aussi bien dans les langues latines, mouvoir, s'émouvoir, et existe aussi bien sûr dans les langues anglo-saxonnes et germaniques, donc motion qui veut dire mouvement. À partir du XVIe siècle, ce mot motion et movere s'est enrichi d'un e et du coup c'est devenu emovere et donc qui veut dire être impacté par quelque chose au niveau du cœur, au niveau de la conscience et de par là même d'avoir des signes corporels physiologiques. Alors on peut imaginer que là, à partir du XVIe siècle, le mot émotion a pris tout le sens qu'on utilise aujourd'hui encore. Je vais vous parler tout d'abord d'une tradition aussi bien philosophique que religieuse
qui est liée à la compréhension des émotions et qui fait que l'être humain a été compris depuis bien longtemps, je dirais depuis Platon et même peut-être déjà dans l'Ancien Testament, mais plutôt formalisé par Platon, sur le fait que l'être humain est formé en 3 parties. Et cette tripartite de l'être humain a été depuis lors une référence dans la manière comme nous comprenons les humains, et c'est presque une tradition, puisque même aujourd'hui encore, nous nous y référons comme étant la manière comme nous comprenons la dynamique humaine. Alors d'abord, la tête, donc le siège de nos pensées, le siège de l'esprit, le siège de l'âme, et qui est l'organe ou la partie de nous qui se mobilise pour la réflexion, la pensée abstraite, tout ce qui est de l'ordre de la déduction, tout ce qui est de l'ordre de l'interprétation des souvenirs, donc lié au cerveau bien sûr et à la tête. Une autre partie donc Platon, il parlait en ces termes de tête, je vais revenir en arrière, il appelait ça la lame rationnelle, le nous, en termes de connaissance. Puis nous avons le cœur, donc le cœur que Platon appelait le thumos, qu'il appelait aussi l'âme irascible, qui était le siège des émotions, de la volonté, du courage, de l'envie volontaire, et qui est l'endroit que nous signifions comme étant celui où s'expriment nos émotions. Probablement pour des raisons physiologiques, car quand nous avons des émotions, notre cœur palpite. Et très tôt dans l'histoire de la connaissance occidentale, il est venu une distinction sur les émotions primaires, celles qui sont liées au naturel de notre corps, ou les émotions dites naturelles, et puis les sentiments qui sont des émotions complexes, et nous verrons ça tout à l'heure. Je vous en dirai plus. Alors, dans le cœur, évidemment, tout ce qui est lié au cœur et aux émotions, on a tout de suite une distinction en termes de rationalité, c'est-à-dire qu'on considère que le cœur est peu rationnel par rapport à la tête. Et puis, nous avons le corps, qui est le siège des sensations, ce que Platon appelait ephythumia, et qui était l'âme des appétits. Et donc, en effet, c'est le siège où nous ressentons des choses, où nous avons des besoins naturels, où nous avons des appétits, des désirs, mais aussi des penchants, n'est-ce pas, et voire des péchés. Donc, cette partie rationnelle de notre être, de notre être holistique quelque part. Hein. Et ces distinctions, malgré le fait qu'aujourd'hui on pourrait penser autrement, ça reste encore aujourd'hui une représentation, si ce n'est théorique, en tout cas dans notre inconscient collectif, parce qu'on se réfère à nous-mêmes en parlant de notre esprit, de notre cœur, de notre poitrine, de ce qui se passe ici, et puis de notre corps, et pas toujours dans les termes ou dans les valorisations qui pourraient être les mêmes. Alors, on pourrait dire quelque part que dans notre manière de penser les émotions, on va attribuer des valeurs aux émotions. Et là, ça vient, en effet, en lien avec cette tradition tête, cœur, corps, où certaines émotions sont valorisées et d'autres émotions sont plutôt malvenues, on va dire, ne sont pas si bien appréciées. Et donc, il y a quelque part une connotation liée aux émotions, certaines qui sont, selon l'époque, selon la culture, selon le contexte, considérées comme mauvaises, négatives, et puis d'autres qui sont considérées comme bienvenues, superbes et géniales. Alors, je dirais que pour sortir de cette dichotomie qu'on n'utilise pas en PNL, hein, on n'utilise pas des émotions négatives ou positives, on se référerait plutôt aux émotions agréables et désagréables. Qu'est-ce qui nous provoque du plaisir et qu'est-ce qui nous provoque du déplaisir? Et c'est souvent là qu'on va connoter les émotions. Celles qui sont déplaisantes, on va les considérer comme négatives, et puis celles qui nous donnent la sensation de plaisir, on va les valoriser et considérer comme étant positives. Pourtant,
Pourtant, nous savons que les émotions, quand on les considère négatives et positives, elles ont, dans notre perception, elles ont quand même un portrait plus ou moins accepté de tous. Et nous avons des émotions qui nous semblent terribles et d'autres émotions qui nous semblent très bien. Mais surtout, nous avons aussi une perception des émotions qui fait que nous pouvons les percevoir négativement et puis d'autres positivement. Et ça, je dirais qu'il y a quelques idées reçues qui sont du côté de l'enfer des émotions, sont celles que les émotions, eh bien, elles peuvent prendre le dessus sur nous. Elles sont incontrôlables. On a toute une terminologie dans la langue française, comme par exemple, une émotion nous submerge, nous envahit, elle nous domine, elle nous prend, elle nous surprend. Et donc, c'est un peu comme si les émotions étaient un monstre qui nous s'accapare de nous et dont nous n'avons aucun contrôle. On a aussi cette idée que les émotions sont imprévisibles, c'est-à-dire que on peut se dire, je vais aller à ce rendez-vous, je vais bien me tenir, je vais être calme, je vais être serein. Et puis soudain, je suis toute exaltée, toute énervée, toute anxieuse. Et donc, les émotions nous jouent des tours parfois. Et donc, on imagine qu'elles sont un peu non seulement incontrôlables comme imprévisibles. Et puis, il y a cette tradition que la tête est rationnelle et que le cœur est moins rationnel et que les émotions nous empêchent de penser, nous empêchent d'être logiques, nous voulons avoir une pensée correcte, objective et bien ficelée, et les émotions nous entravent là-dedans puisqu'elles sont de l'ordre de l'irrationnel. Beaucoup d'émotions aussi sont perçues négativement parce qu'elles pourraient être trop fortes et donc dans la submersion, comme on disait tout à l'heure, le fait qu'elles soient que nous submergent ou nous accaparent, elles peuvent aussi être tellement fortes que nous sommes noyés dans les émotions. Et donc elles sont un peu insoutenables. Et puis, elles peuvent nous mettre à mal, c'est-à-dire que l'être social que nous sommes très, très sensibles au regard de l'autre et qu'une émotion peut nous faire des choses ou réagir d'une manière qui nous sanctionne ou en tout cas dont nous avons peur parce que le regard de l'autre va nous juger d'après nos expressions émotionnelles. Et puis, on a l'impression parfois que malgré tout ce qu'on s'est dit, malgré tout ce qu'on a planifié, eh bien, elle guide nos comportements, elle nous pousse à faire des choses, elle nous oblige à réagir d'une certaine manière, malgré nous, de façon irrationnelle, incontrôlable, imprévisible, etc. Et donc, c'est presque comme si on avait un autre être à l'intérieur de nous. Alors, du côté du paradis, les émotions ne sont pas que négatives, elles nous font vibrer. Nous sommes très souvent dans les moments plaisants, nous sommes très contents de les sentir dans notre corps, dans notre chair, dans notre âme, dans notre cœur. Et donc, cette intensité, elle est quelque chose que nous cherchons. Nous allons au concert, nous allons au théâtre, nous faisons l'amour, nous faisons des câlins, nous sommes avec des amis et nous passons des moments très plaisants parce que nous cherchons, nous provoquons ces moments où les émotions vont s'exprimer et si possible de façon agréable. Quoique, on peut aller voir des films d'horreur et se réjouir d'avoir très peur. Aussi, parfois, nous sommes aussi d'accord à l'intérieur de nous que les émotions sont aussi rationnelles, c'est-à-dire qu'elles nous aident à choisir, elles nous poussent à ressentir des choses. Parfois, ça nous arrive de dire si j'avais écouté mon cœur, si j'avais écouté mon intuition, si je m'étais écoutée, j'aurais mieux décidé. C'est-à-dire que les émotions peuvent aussi être un soutien à nos choix et à ce qu'on ressent et à ce qu'on va faire de nos vies. Et puis, les émotions, on le sait, elles sont nos moteurs intérieurs. Elles nous sont nécessaires parfois pour se mettre en mouvement, parce que nous voulons quelque chose, donc nous désirons quelque chose, ou alors nous rêvons de quelque chose. Et ça, le fait que nous cherchons la joie, l'épanouissement, le bien-être, le calme, elles sont aussi des moteurs pour nos stratégies de vie. Elles nous obligent aussi à faire attention. Oui, les émotions ne sont pas qu'à nous, elles sont aussi les émotions des autres. Et donc, nous pouvons aussi faire très attention
à la manière comme l'autre vit ses émotions et donc le regard d'autrui, mais aussi l'autrui. Et donc, nous pouvons aussi développer des émotions qui sont un petit peu complexes, mais qui sont nécessaires pour la vie, telles que l'empathie et l'altruisme et le fait que le regard de l'autre et la présence de l'autre nous importe et donc nous aide aussi à réguler la manière comme nous agissons et nous ressentons les choses. Et puis, elle guide aussi nos comportements. En effet, elles sont aussi nos bons conseillers, nos amis de toujours, nos alliés invisibles et qui nous poussent parfois à agir de la bonne manière, en tout cas selon nous. Et donc, ça veut dire que les émotions, ça peut être tout et rien. Alors, qu'est-ce que nous allons concevoir en PNL? C'est-à-dire, comment est-ce que nous allons appréhender, comment est-ce que nous allons penser les émotions? Alors, nous savons que de façon générale, nous pensons que quand une émotion est déplaisante et quand elle nous entrave, quand les émotions ne sont pas à nos goûts, nous devrions les supprimer. C'est notre grand fantasme. On dit maintenant ça suffit, je veux plus être en colère, je veux plus avoir peur, il faudrait que ça disparaisse. Nous avons aussi le fantasme ou quelque part le désir parfois de contrôler nos émotions. C'est une demande que je reçois beaucoup dans mon cabinet où les gens me disent « Non, je voudrais contrôler ma manière de ressentir les choses, je prends tout à cœur, il faudrait que je contrôle ce qui se passe à l'intérieur de moi. » Nous avons aussi la tendance à vouloir les modifier, un peu comme si elles étaient gênantes, comme si elles étaient quelque chose comme un obstacle. Et donc, on voudrait qu'elles soient différentes de ce qu'elles sont ou comment elles s'expriment en nous. Par exemple, si nous sommes très, très pris par des tremblements et des nervosités, nous voudrions les modifier, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et puis, nous voudrions les amoindrir quand elles ont trop d'intensité. Et donc, être plus calme, ne pas s'exalter, ne pas se laisser porter, s'emporter. Et donc, nous avons en général ce genre d'attente vis-à-vis des émotions. Alors qu'en PNL, on va avoir toute une autre idée de la chose. On va vouloir les comprendre. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est une émotion, comment ça fonctionne et de quoi s'agit-il? Et donc, nous avons un regard très attentif à quand une émotion s'exprime. Nous allons aussi avoir une posture d'accueil, c'est-à-dire que plutôt que de supprimer, contrôler, amoindrir, nous allons les faire venir, non pas les provoquer, mais plutôt savoir qu'elles sont là et être intéressé, être curieux et être dans une posture d'accueil des émotions. Nous allons les utiliser. Ben oui, nous, en PNL, on a un sens utilitariste des émotions, c'est-à-dire des émotions et de toutes choses, c'est-à-dire que nous allons considérer que une émotion nous dit quelque chose, et nous allons voir ça tout à l'heure, et que donc ça nous sert. Et en PNL, comme vous le savez, tout ce qui est utile est intéressant. Et puis, nous allons les faire vivre, c'est-à-dire leur donner un chemin approprié. Comment est-ce que, en accueillant cette émotion, en la reconnaissant, en sachant ce qu'elle veut dire, comment est-ce que je vais la faire vivre de manière adéquate? Et donc, en PNL, on considère que les émotions sont des outils de compréhension et de changement. Alors, je sais que ça peut choquer beaucoup de personnes de dire, enfin, les émotions, c'est pas des outils. Eh bien, pour nous, c'est un moyen pour non seulement nous comprendre, mais aussi changer ce que nous aimerions changer. Pas fatalement les émotions, mais peut-être d'autres choses. On va y revenir. Alors, quels sont les présupposés, c'est-à-dire les principes, les croyances, nos convictions quant aux émotions en PNL? Eh bien, d'abord, c'est qu'elles sont notre boussole intérieure. C'est elles qui nous guident un peu comme un mentor intérieur parce que, d'abord, elles sont très utiles. Une émotion est porteuse d'un message, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas pour rien. Nous n'avons pas une expression émotionnelle out of the blue, comme on dit en anglais, tout simplement parce qu'une émotion s'exprime. Non, souvent, elle indique quelque chose qui se passe en nous et nous verrons quoi exactement, mais il est intéressant de savoir qu'est-ce qu'elle nous dit. Qu'est-ce qu'elle nous dit de nous-mêmes? Qu'est-ce qu'elle nous dit de ce qu'on est en train de vivre? Qu'est-ce qu'elle nous dit de l'instabilité émotionnelle qu'on est en train de ressentir, aussi bien du côté agréable que du côté désagréable? Et donc, quel est le message derrière l'émotion? Elles ont une fonction
C'est-à-dire que d'habitude, nous les humains, comme toute chose qui est vivante, nous avons un niveau de stabilité. On appelle ça en systémique l'homéostasie, c'est-à-dire une oscillation qui est toujours en fréquence moyenne et qui nous indique que nous sommes plus ou moins en état stable, mais une émotion qui est saillante, par exemple, ou qui s'exprime en nous, eh bien, elle nous indique que quelque chose de différent est en train de se passer. D'accord? Donc, c'est par exemple, si je vois un tableau et que je suis émerveillée et que je suis en état d'admiration et une joie me remplit le cœur, eh ben, je sais que je suis au-delà de ma moyenne homéostasique. Et donc, elle a la fonction de nous dire que quelque chose se passe au-delà de la moyenne. Et puis, les émotions en PNL, on les considère mobiles. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles se sentent entravées par les émotions, eh bien, elles vont se dire, je suis coincée dedans. Je suis avec quelque chose qui est rigide, qui est fixe et qui ne bouge pas. Alors que nous, en PNL, on considère que les émotions sont variables. Non seulement, comme nous le verrons tout de suite après, elles sont flexibles, mais surtout, elles peuvent être plus fortes, moins fortes, plus basses, plus hautes. Et donc, elles ne sont pas fixes et rigides. Et puis, elles sont communicables. C'est intéressant parce que c'est une des choses qu'on apprend en PNL, c'est comment au mieux communiquer une émotion. Je sais que ce qui nous embête beaucoup dans les émotions, c'est la manière comme nous les communiquons. Parfois, on s'en veut, on se dit « Pourquoi est-ce que j'ai crié ? Pourquoi est-ce que je me suis énervée ? Pourquoi est-ce que je me suis tue ?» D'accord ? Et donc, on est aussi avec une question de l'expression de l'émotion. Nous verrons ça plus tard. Mais clairement, elle mérite à être communiquée. La question est la manière la plus appropriable. Et puis, comme toute chose en PNL, nous percevons les émotions comme un facteur de notre dynamique interne et de notre réalité subjective qui est flexible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ne sont pas inscrites pour toujours de la même manière. Elles peuvent évoluer, elles ont l'élasticité neurologique et mentale comme nous avons une élasticité corporelle et une élasticité émotionnelle. Et donc, en PNL, on va se baser là-dessus pour faire vivre notre possibilité d'augmenter notre champ des possibles et donc d'aller vers plus de choix dans l'utilisation des émotions. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en parlant de tout ça, quelque part, nous nous positionnons dans cette perspective qui est celle de la PNL, qui est une perspective utilitariste quelque part. Plutôt que du causal, nous allons nous poser la question, quand est-ce qu'une émotion est efficace? Quand est-ce qu'elle est inefficace? Quand est-ce qu'elle est utile et quand est-ce qu'elle n'est pas utile? Ou alors son expression. Les émotions sont utiles, mais son expression pourrait ne pas être efficace. Et donc, quelle serait la bonne expression, la plus efficace, de façon à ce qu'elle puisse amener des changements désirés? Et vous avez pu remarquer dans les attributs qu'on donne aux émotions qu'il n'y a pas de jugement, mais plutôt une portée non jugeante sur les états émotionnels qui sont plutôt nos amis, nos boussoles, notre boussole que nos entraves et nos ennemis. Alors, voyons voir de quoi sont faites les émotions. Donc, on peut commencer par 3 niveaux. Et là, il ne s'agit plus de tête, cœur, corps, mais plutôt de comment ça s'organise en nous. On sait que les émotions ont 3 pans. Le premier, c'est celui qui est lié au corps, en effet. Cela passe par le corps. Et vous savez tout aussi bien que moi qu'une émotion se ressent d'abord. Et donc, avant même que nous puissions mettre des mots sur ce qu'on est en train de ressentir, nous avons des signes avant-coureurs qui sont des signes quelque part physiologiques internes et qui sont nos réactions pré-émotionnelles. Alors, on sent des douleurs, on peut sentir la sudation, la couleur de la peau qui change, des tremblements, des frémissements aussi, hein, c'est pas que négatif, un relâchement. Et donc, ça nous indique déjà que quelque chose est en train de se passer en nous. On appelle ça les sensations proprioceptives, c'est-à-dire je les perçois de moi à moi. Ces sensations réactives et proprioceptives s'agissent dans le cerveau, s'actionnent dans le cerveau à différents endroits. Et donc, je vais mettre quelque chose comme le système cérébral total parce que c'est le corps
d'une part, la physiologie du corps, mais c'est aussi quelque chose d'autre qui vient s'entremêler avec le thalamus, l'amygdale et le néocortex. Et donc, on peut considérer que les émotions sont aussi des somatisations, c'est-à-dire que, vous le savez tout aussi bien que moi, que certaines émotions qui ne sont pas exprimées ou qui sont exprimées, peu importe, s'installent dans le corps et se font savoir dans le corps. Okay, donc, nous pouvons avoir des douleurs récurrentes, des symptômes qui sont des symptômes émotionnels. Nous avons les émotions primaires. Alors ça, c'est une très longue tradition déjà de la philosophie. Platon en parlait, mais tous les rationalistes comme Descartes, comme Lamétrie, comme Rousseau parlaient des émotions primaires. Et aujourd'hui, la neurobiologie nous parle toujours des émotions primaires. Un grand auteur des émotions primaires, les grands auteurs Ekman et Friesen en 69 ont fait une étude sur les émotions primaires, une étude un peu plus ciblée, et ont de la sorte décelé qu'est-ce qu'elles nous indiquent. Donc on sait que les émotions primaires sont liées à la vitalité, nous partageons quelque chose d'animal dans ces émotions, puisqu'elles sont des réponses automatiques liées à l'amygdale. Elles ont une fonction vitale. On sait que la tristesse, ça indique quand il y a eu une perte ou un renoncement. Les animaux aussi, on se replie, on est en soi. On sait que la colère, c'est une expression vitale d'un dommage, d'un obstacle, de quelque chose qui mérite d'être anéanti. Donc, nous avons ça aussi dans la nature. Nous savons aussi que la peur, c'est quand il y a une menace ou un danger. Et la joie, quand on a un gain ou une découverte. Et puis, le dégoût, quand quelque chose est à saturation ou toxique. Et donc, nous pouvons imaginer là qu'il y a quelque chose que nous partageons avec d'autres espèces de la nature et qui dénote des vieilles fonctions qui sont au niveau limbique du cerveau et qui permettent quelque part, comme dirait Darwin, qui était le premier à parler plus scientifiquement des émotions primaires, quelque chose de la préservation de notre espèce. Et puis, nous avons des émotions complexes qui sont ce qu'on appelle, parfois on les appelle dérivées, parfois on les appelle composées, parfois on les appelle les sentiments. Et les sentiments ont quelque chose de plutôt humain, ce qui nous est propre quelque part, qui est propre aux humains, c'est-à-dire qu'elles ont une influence au niveau du néocortex. Le néocortex, c'est la partie la plus jeune de notre évolution, la plus récente, et est celle des acquisitions. D'accord ? Donc, c'est pas inné, c'est acquis, où nous apprenons notre être, notre évolution en tant qu'être, de par l'environnement. Et cette partie, ces émotions complexes ou composées sont essentiellement régies par le néocortex, c'est-à-dire le lieu des pensées. Et donc, on pourrait dire que les émotions secondaires, complexes, dérivées, etc., sont des émotions qui sont entremêlées à notre réflexion. Et donc, nous verrons tout à l'heure avec un discours. Alors, ce qui est ici intéressant, c'est que entre les émotions primaires et les émotions secondaires, c'est que les émotions primaires sont quant à soi. C'est moi qui ai peur, c'est moi qui suis en colère. Et donc, si j'ai un obstacle, je réagis automatiquement à cet obstacle, ou pas automatiquement d'ailleurs, et que les sentiments, dans la mesure où ils sont réfléchis, ont à voir avec les autres. C'est quant aux autres. Quand je suis honteuse, je me dis, oh là là, c'est la gêne, qu'est-ce que les autres ont pensé de moi, je me suis pas bien comportée, c'est pas comme ça qu'il faut se faire, j'ai encore été toute rouge et on a vu que j'étais complètement embarrassée. Et donc, c'est le regard social, donc l'être social intégré en moi. Alors, la structure des émotions. Je vais vous parler de ce qu'en PNL, on considère comme étant les facteurs pour comprendre les émotions. Qu'est-ce qui compose une émotion? Et je vais passer par chaque partie qui dit quelque chose des émotions. Donc, vous avez vu qu'il y a ici 7 composantes d'une émotion sur lesquelles on va faire très attention en PNL. Alors, d'abord, le déclencheur.
Le déclencheur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos émotions sont très régulièrement une réponse, si ce n'est automatique, en tout cas immédiate, à quelque chose qui est un stimulus. Alors, c'est important ça, parce que le côté réactionnel d'une émotion nous dit que nous avons appris, de par notre vie, à avoir des réponses à ce qui nous stimule. Donc, le stimulus, c'est quelque chose qui apparaît. Cette réponse est une réponse qui s'installe en nous et qui va être revisitée très régulièrement face au même stimulus. Donc ici, on peut penser à Pavlov, avec le chien, la sonnette, la gamelle. Donc, il voit la gamelle, il salive et il y a une sonnette. Et puis, on enlève la gamelle, on fait juste la sonnette et il salive. Alors, nous ne sommes pas des chiens, bien sûr, vous allez bien sûr souligner ça. Et pourtant, face au même stimulus, nous avons des réactions très semblables. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous inscrivons à l'intérieur de nous une manière de démarrer une émotion face au type de stimulus que l'on rencontre. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que les stimulus peuvent être externes comme internes. Je veux dire par là que face à un coucher de soleil, je suis dans un épanouissement intérieur d'une grande joie et d'une grande sérénité, que c'est possible qu'à chaque fois que je vois un coucher de soleil, j'ai ce type de sensation qui est enclenchée. Donc, je vois le coucher de soleil, hop, j'ai ce même état de bien-être, de contemplation et de sérénité, de beaucoup de joie. De la même manière que si je vois une araignée, j'ai une frayeur qui m'arrive, d'accord? Donc, ça s'inscrit en moi. Si j'ai une trace émotionnelle qui est plutôt forte, je vais avoir tendance à répéter la même émotion. Et donc, à chaque fois que je vais voir une araignée, je vais avoir peur. Mais, puisque nous sommes des êtres complexes, je peux aussi avoir comme déclenchement émotionnel quelque chose qui est à l'intérieur. Je n'ai pas besoin de voir l'araignée en face de moi, il suffit que je l'imagine, que pour que j'ai la réaction émotionnelle qui a été tracée au départ, et je vais enclencher et déclencher mon émotion de la même manière. Donc, nous avons des déclencheurs internes par rapport aux émotions. Et donc, à l'image de la photo de mon bébé, quand il était bébé, mon fils, quand il était bébé, je suis à nouveau émue, je suis émerveillée. Et cette image peut ne pas être devant moi, il suffit d'un souvenir pour que je m'émeuve à nouveau. De la même manière qu'il suffit que j'imagine une araignée et je suis à nouveau en état de peur et quelque part dans un état phobique. Donc, les déclencheurs sont importants pour comprendre comment est-ce que les émotions s'enclenchent en nous, mais aussi quelle est la traçabilité de ces émotions. D'accord? Et donc, si on a des automatismes émotionnels qui font qu'un déclencheur va quelque part donner la même émotion, de produire la même émotion, il est intéressant de savoir comment est-ce que face à ces déclencheurs, je vais avoir une réaction émotionnelle différente. Et donc, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui provoque mes émotions. Est-ce que c'est un facteur externe ou c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi? Est-ce que je m'imagine quelque chose et donc je suis dans un état émotionnel bien particulier ou est-ce que c'est lié au réel? D'accord? Il y a beaucoup de nos émotions qui sont produites et provoquées par nous-mêmes. Et puis, c'est intéressant de savoir quelles sont les autres possibilités face à un déclencheur. Ok? Donc, j'ai l'image de l'araignée, tout de suite, je sursaute. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? En PNL, on va bien sûr traiter ça, d'autres possibilités émotionnelles face au même déclencheur. Et donc, on va repérer non seulement où est-ce que l'émotion commence, comment est-ce qu'elle s'enclenche, quel est le déclencheur, de trigger comme on dit, et puis on va utiliser des techniques telles que les ancrages. Les ancrages, c'est comment est-ce que on établit un état émotionnel satisfaisant et ressourçant, ou comment est-ce qu'on déconditionne des automatismes émotionnels par des nouvelles traçabilités, des nouveaux marqueurs émotionnels. Et puis on va aussi aller voir dans le passé où est-ce que ça s'est inscrit et comment est-ce qu'on peut aller donner des ressources dans cette ligne du temps pour modifier l'émotion face au déclencheur. Alors, nous avons aussi
en PNL, bien sûr, puisque la PNL vient de la systémique, vient de la pensée de Palo Alto, nous avons aussi, bien sûr, les facteurs d'influence. Les facteurs d'influence, ça veut dire quoi? Ça veut dire la culture, la famille, les relations, donc tous les contextes qui nous entourent et qui, petit à petit, vous le savez tout aussi bien, on inscrit en nous, par l'interaction avec notre culture, la famille dans laquelle on a grandi, eh bien, on va intégrer et on va inscrire, ça va s'inscrire en nous des émotions bien particulières, un choix d'émotions d'ailleurs, et qui vont faire que il y a dans notre manière de ressentir et d'éprouver, eh bien nous allons avoir pas mal de choses qui ont été apprises. Ok? Donc nous savons que les émotions primaires pourraient être des réponses de survie et des réponses d'adaptation quelque part biologiques, mais nous savons aussi que beaucoup de nos sentiments sont appris par l'éducation, par notre contexte familial. Et donc, on pourrait dire, par exemple, que dans une famille, on va valoriser un type d'émotion, par exemple, je ne sais pas, on va valoriser la nostalgie, par exemple. Et donc, on va petit à petit apprendre à être nostalgique. Et donc, les facteurs d'influence sont importants pour comprendre qu'est-ce qui nous détermine, quel est le contexte environnant qui a un impact grand sur nos états émotionnels, mais aussi comment est-ce que nous utilisons nos émotions dans les interactions, d'accord? Parce que les interactions, le côté relationnel des émotions est aussi, bien sûr, une source de modulation de nos émotions. Si j'ai une interaction qui est plutôt agressive, je vais être peut-être dans une réaction par rapport à ça. Et donc dans un choix de communication lié à mes émotions. Donc émotions apprises, héritage reçu, contexte qui va attendre de nous un type d'émotion bien précis ou quelques émotions bien précises et qui vont donc du coup nous laisser la possibilité de nous poser la question, et en PNL on les pose, qu'est-ce qui détermine mes émotions? Est-ce que quand je réagis émotionnellement à un stimulus, par exemple, tel que l'agressivité de mon voisin, est-ce que la manière comme je réagis ou l'émotion que je ressens est une chose apprise? On m'a dit que quand quelqu'un nous frappe, on tend l'autre joue, ou est-ce qu'on m'a dit que quand quelqu'un m'agresse, j'agresse de retour? D'accord? Donc, qui détermine mes émotions? Qui les influence? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est une émotion authentique, c'est-à-dire celle que je ressens réellement ou que je voudrais ressentir? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est conditionné par les apprentissages et les expériences du vécu? Quelles sont les permissions dont j'ai besoin pour se ressentir autrement? Et là, tout à l'heure, on verra de quelle manière est-ce que nous pouvons moduler cela. Et qui peut m'aider, qui peut me guider? En PNL, on va faire beaucoup appel à des modèles, à des sponsors, à des personnes qui sont inspirantes et qui nous donnent peut-être parfois l'exemple de ce qui serait bon pour nous comme réaction émotionnelle, mais aussi ce qui peut nous empêcher. Peut-être il y a des choses à l'intérieur de nous, on verra tout à l'heure, telles que des croyances qui nous empêchent de ressentir ce que nous sommes en train de ressentir exactement. Il faut savoir que les émotions étant sociales, très souvent, nous allons plutôt adapter une réaction émotionnelle convenue et attendue de la part des autres plutôt que celle que nous sommes réellement en train de vivre à l'intérieur de nous. Et donc, en PNL, on va voir qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui sont derrière ces émotions. Y a-t-il des croyances? Un garçon ne pleure pas. Il est de bon ton d'être modéré. Vous voyez ce genre de choses qu'on s'est dit à soi-même et qui vont quelque part programmer nos émotions. Distinguer ce que nous avons reçu de ce qui nous est propre. Parfois, il est bon de faire un détachement entre les deux, et puis travailler sur les croyances limitantes, très souvent provenant du contexte culturel, du contexte familial, pour aller vers des croyances soutenantes qui, en effet, reprogramment des émotions. Alors,
Nous avons aussi les sensations corporelles. Bon, là, on a vu avec Platon que le thumos, le corps, le cœur, et l'ephipatamia, le corps qui est réceptacle de nos émotions, eh ben, elles sont directement liées à nos perceptions sensorielles, mais aussi à nos réactions internes et notre physiologie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en PNL, on va faire très attention à ce qui est ressenti dans le corps. Okay? Déjà, on signifie une émotion en PNL, on la signifie, c'est-à-dire on la note, on se réfère en termes d'annotation à, on met un cas pour dire que c'est kinesthésique, que c'est corporel, et quand une émotion est agréable, on met un K+, et quand elle est désagréable, on met un K-, pour pouvoir dire qu'il y a une émotion, qu'il y a un ressenti. D'accord? Et donc, ça va être notre référence, c'est ce qui se passe dans le corps. Mais aussi, ce que je ressens dans le corps, qu'est-ce que je ressens et où exactement? Qu'est-ce que cela veut dire? Vous vous souvenez tout à l'heure, une émotion, elle est utile et elle est porteuse de messages. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire si j'ai une boule au ventre? Qu'est-ce que ça veut dire si je me sens suffoquée? Qu'est-ce que ça veut dire quand je me sens détendue? Et ce faisant, vous savez, en PNL, on travaille par exemple sur les objectifs. On ne provoque aucun changement sans une demande claire de savoir vers où on va. Eh bien, en PNL, on va avoir une attention spéciale de comment un objectif est atteint dans le corps. Vous allez me dire, mais un objectif n'est pas atteint dans le corps. Et pourtant, quand on atteint un état désiré, on a un changement physiologique, interne comme externe, qui fera que nous savons que nous sommes arrivés là où nous voulions. Par exemple, si je suis très préoccupée actuellement par le fait de devoir organiser mon temps, parce que je manque de temps et donc je suis toute contractée, je suis toute nerveuse et toute quelque part préoccupée et mon corps se contracte, je vais savoir que j'ai atteint ce que je voudrais, c'est-à-dire d'avoir plus de temps libre, une gestion du temps plus calme, avec l'espace pour prendre soin de moi et des miens. Eh bien, je vais savoir ça parce que mon corps me le dit. À un moment, mon corps va me dire « Ah, c'est ça, je me sens soulagée, je me sens moins sous pression, je me sens moins contractée. » Et donc, ça va être pour nous un critère. Les signaux corporels au niveau micro vont être un critère pour savoir que, par exemple, nous allons obtenir un changement désiré et ça va être un indicateur qui est très important en PNL et dont on va tenir toujours en compte pour savoir que quelque chose a changé et elle n'a pas changé seulement dans la tête, elle a changé dans le cœur et dans le corps puisque nous avons une approche holistique. Et puis aussi de pouvoir modifier certaines sensations. En PNL, on intervient, on en parlait tout à l'heure, avec des ancrages pour pouvoir modifier des sensations, émotions moins, c'est-à-dire désagréables, comme par exemple les phobies, les compulsions, des choses qui s'incrustent dans notre corps et qui sont d'abord émotionnelles ou corporelles. Et donc, on va aussi intervenir là-dedans. Alors, un autre facteur qui fait la structure des émotions, eh bien, ce sont les facteurs d'intensité, durée et fréquence. Alors, nous avons dit que les émotions ont un message, elles ont un contenu, elles nous disent quelque chose. Eh bien, elles nous disent quelque chose aussi par leur intensité. Lorsque je suis extrêmement angoissée, je sais que là, il y a quelque chose qui est trop loin de mon homéostasie, trop loin de mon état d'équilibre et que ça dit quelque chose de mon inconfort, de ma capacité à me gérer et à gérer mes émotions et que probablement je suis très en déséquilibre. D'accord? Donc, l'intensité nous dit quelque chose. La durée d'une émotion nous dit quelque chose. Si ça dure 5 minutes, peut-être que ce n'est pas grave. Mais si ça dure depuis 6 mois, peut-être que c'est très grave. Si je suis en colère en permanence depuis 6 mois, il est peut-être temps de me dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Et ça a duré trop longtemps. Hein, nous avons souvent cette notion que quelque chose qui a duré trop longtemps, eh bien, devrait être changé.
On le sait, même pour les maladies. Et puis la question de la fréquence, c'est-à-dire quand une émotion se présente systématiquement et qu'elle revient et elle se représente et se représente et se représente. Et donc, ce sont des indicateurs qui font que je dois me poser la question, quand est-ce que j'ai une telle émotion ? Est-ce que c'est tout le temps ? Est-ce que c'est de temps en temps ? Est-ce que c'est sporadique ? Est-ce que c'est phénoménologique ? Est-ce que c'est répété ? Et donc, nous allons voir, ça va être un critère de comprendre comment est-ce qu'une émotion, quelle est l'importance qu'elle prend à l'intérieur de nous, quels sont les facteurs de relationnels qui vont se retrouver là-dedans, et dans la fréquence, le fait qu'elle se répète. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand ça se répète ? Qu'est-ce que ça veut dire quand ça dure de trop ? Et quel est mon seuil de tolérance ? Bon, vous savez très bien que les émotions, surtout celles que nous considérons comme déplaisantes et désagréables, si elles durent trop longtemps, nous pensons qu'il est temps de faire quelque chose, n'est-ce pas ? Et donc, il est bon pour nous de savoir aussi quel est notre seuil. Par exemple, quand je reçois des personnes qui ont vécu ou qui traversent un burn-out, une chose est sûre, c'est que ces personnes n'ont pas écouté, et je ne dis pas ça en termes de sanctions ni de jugement, c'est un vécu personnel que beaucoup de mes patients qui me font part, c'est qu'ils n'ont pas écouté l'intensité de ce qui s'exprimait dans le corps, la fréquence avec laquelle c'est s'exprimé, et donc l'épuisement qui s'est au fur et à mesure traduit dans des sensations corporelles, mais de plus en plus fréquemment, de plus en plus, avec une durée de plus en plus longue, qui fait qu'à un moment, quand la personne finalement, entre guillemets, excusez-moi, tombe, il est un peu trop tard. Et donc la question du seuil est très importante pour nous. Et donc comprendre un seuil d'un ressenti peut-être aussi pour prévenir d'y arriver, pour ne pas tomber dans l'excès de quelque chose qui finalement nous fait souffrir, et aussi modifier comment une émotion peut aller au-delà de ce qui est estimé bon pour nous. Et donc, nous avons des protocoles, comme on dit, de changement pour qu'on n'ait pas, par exemple, des réactions qui sont tout le temps à l'œuvre au niveau émotionnel, comme par exemple les compulsions. Et donc, nous avons des protocoles pour ça. Alors, les émotions sont aussi liées, bien sûr, aux mots et aux pensées. Donc, vous avez vu que l'âme se divise en 3 parties. Eh bien, nous savons aussi, bien sûr, que les sentiments se mêlent de pensées et d'émotions primaires avec la pensée. Donc, en PNL, les émotions sont en effet étroitement liées aux pensées, émotions, sentiments. Et la pensée s'exprime par le langage, n'est-ce pas ? Nous nous parlons à nous-mêmes, nous avons une petite voix qui nous parle. Et les mots que nous utilisons, nous ne parlons pas tous de la même manière, chacun a son vocabulaire. Les mots que nous utilisons dénotent de la manière comme on perçoit le monde, c'est-à-dire notre carte du monde, notre vision du monde. Et ça veut dire aussi la manière comme on réfléchit. Alors, les émotions sont soit à l'origine de nos pensées. Par exemple, si je me sens soudain étouffée, je commence à me dire « ça ne va pas », ok ? Mais elles peuvent être aussi le résultat de nos pensées. Je me dis « ça va mal se passer », je vais être très fâchée et puis je le suis. D'accord ? Donc, ça peut être dans les deux sens comme un système de corrélation. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles sont aussi mues et nourries par nos valeurs, ce qui est important pour nous, ainsi que nos croyances, ce qui est vrai pour nous. Beaucoup de nos pensées sont nées de nos expériences, je disais tout à l'heure, de nos expériences de vie, de l'éducation, de la culture, de tout ça. Et je peux être issue, par exemple, d'une famille qui m'a appris que la colère est une mauvaise conseillère. Ok, donc je me dis ça, et donc quand je ressens la colère, je me dis oh là là, ça va pas, je vais pas bien réfléchir, c'est pas bon, la colère est une mauvaise conseillère. Et donc je vais peut-être inhiber la colère, je vais la refouler, je vais la translader et la transférer vers autre chose, ou je vais la réprimer.
ok, parce que je vais penser que la colère n'est pas bonne. Je vais aussi, par exemple, sortir d'une famille où il y a on a appris qu'il est bon de prévoir les dangers, les risques, de planifier à l'avance, de voir tout ce qui pourrait mal se passer. Et donc, je vais petit à petit apprendre à anticiper et peu à peu de devenir une personne qui a peur et qui a peur de ne pas contrôler et donc de faire paraître en moi des états anxieux. Et donc, je vais me mettre à réfléchir, à anticiper, à voir qu'est-ce qui pourrait se passer de pire, de mauvais, qu'est-ce qui pourrait avoir comme obstacle, etc. Et donc, de là même, augmenter mon état anxieux par les pensées. Et donc, la question, c'est que disent les mots que j'utilise? Il y a des mots qui nous influencent à l'intérieur. Quelle est ma vision du monde? Comment est-ce que cette manière de voir les choses va déclencher des états émotionnels et va les programmer quelque part, parfois même les déclencher, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est important pour moi? Peut-être que parfois, on se met à anticiper des choses parce qu'on nous a appris qu'on devait anticiper et que peut-être au fond, on souhaite, on rêve de ne pas anticiper, de se laisser porter par le moment présent et de ne pas être tout le temps préoccupé. Et puis aussi, en PNL, on va utiliser les mots comme des agents actifs de modification. C'est-à-dire qu'on va utiliser des techniques de linguistique telles que les recadrages, les reformulations pour changer la perception de ce qu'on a d'une situation et en changeant la perception, de changer l'état émotionnel. D'accord? Donc, on va utiliser ce qu'on appelle les recadrages, des recadrages linguistiques, mais aussi des recadrages d'expériences vécues. On va aussi utiliser les mots pour changer notre mode inconscient de programmation des émotions, puisqu'en PNL, on apprend l'art de raconter des histoires qui soignent, des histoires qui guérissent et qui font du bien. Et donc, une manière de raconter, de venir intervenir dans notre perception et notre état émotionnel par le fait de raconter des histoires. Les émotions, bien sûr, sont aussi liées aux stratégies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les stratégies? Eh bien, les stratégies, ce sont des chemins cognitifs, émotionnels et comportementaux qui visent à l'adaptation et qui visent à ce que nous allons de A à B. Nous sommes pétris de stratégies, nous ne le savons pas, mais tous les jours de notre vie, nous avons une manière de faire les choses qui nous semblent peut-être naturelles, mais qui sont en réalité un chemin que nous empruntons toujours le même pour aboutir à un résultat. C'est ce que nous appelons en PNL une stratégie. Alors, les émotions sont reliées à nos stratégies. Les grandes stratégies émotionnelles sont celles qui visent à répondre, à avoir des réactions. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, il y a une famille de stratégies qui sont un mode actif, en mode actif. Donc, si quelque chose, un stimulus apparaît, que ce soit dans ma tête, comme image, comme son, comme ressenti, eh bien, je vais avoir une manière d'agir qui est d'affronter, de me mettre à agir, de parler, de me mouvoir, d'être dans un mode actif qui correspond dans les stratégies émotionnelles à l'affrontement, à l'offensive, à l'action. Okay? Et puis, il y a d'autres personnes qui vont avoir ce qu'on appelle un mode passif, c'est-à-dire plutôt une stratégie d'évitement. Donc, si quelque chose est déplaisante, je vais éviter. Si une émotion est déplaisante, je vais l'éviter. Et donc, je vais avoir plutôt un mode défensif de retrait qui fera que je vais être plutôt dans ma tête et je vais moins affronter ce qui pourrait me faire peur, ce qui me met en colère, ce qui me met dans la tristesse, et je vais retenir et je vais être dans un mode plutôt réflexif. Et donc, ça, c'est par exemple deux grandes familles de stratégies émotionnelles. Alors, il est bon de se demander quelle est l'émotion qui est à l'œuvre et comment je m'y prends. Quelle est la stratégie émotionnelle que j'utilise? Est-ce que j'évite plutôt, j'ai plutôt tendance à éviter, ou est-ce que j'ai plutôt tendance à affronter quand j'ai un stimulus, hein? Comment est-ce que j'échoue dans l'utilisation d'une émotion? Donc, une stratégie, c'est pensée, cœur,
corps. Donc, et comment est-ce que je m'y prends? Est-ce que j'obtiens le résultat émotionnel que je voudrais ou est-ce que j'échoue? Et quand je réussis ce que me semble être bon, par quel chemin je passe? Et quand j'échoue par rapport à ce que je voudrais obtenir de moi, par quel chemin je passe pour échouer. Échouer en PNL nous apprend comment nous fonctionnons. Bandler, il disait, laisse-moi apprendre comment tu échoues et je t'aiderai à réussir. Et donc, nous avons une manière de vivre les choses qui font que les émotions peuvent nous accabler ou les émotions peuvent être soutenantes. Et donc, quel est ce chemin et quel est le type d'émotion que je désirerais mettre à la place. Alors, donc, ça veut dire en PNL comprendre les stratégies, donc comment est-ce qu'on fonctionne, est-ce qu'on est plutôt une personne évitante ou plutôt une personne confrontante, comment est-ce qu'on modifie les séquences insatisfaisantes, donc j'imagine une araignée, je suis déjà tout en sueur, je tremble de l'intérieur et puis je ne sais plus quoi faire, je ne sais même pas boire un verre d'eau. Alors ça c'est une séquence qui se suit et donc comment est-ce que je vais transformer cette séquence-là? Comment est-ce que je vais m'y prendre pour la transformer? Et puis, savoir aussi adopter, créer, aller chercher des émotions qui sont plus utiles, plus efficaces, plus satisfaisantes. Enfin, last but not least, les comportements. Alors, bien sûr, une émotion va toujours avec une expression. Alors, bien sûr, il y a des expressions internes, on l'a vu, les ressentis, les sensations corporelles, mais évidemment, les émotions sont aussi exprimées verbalement et corporellement. Et en PNL, on va être très attentif aux deux, à la fois à l'émotionnel, à l'expression verbale comme à l'expression corporelle. Et donc, ces émotions, la manière comme elles se traduisent, eh bien, vont être un point d'attention pour nous, puisque parfois l'expression que nous utilisons pour faire dire une émotion, elle n'est pas tout à fait en accord avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vous êtes bien au fait que beaucoup de nos actions, de nos comportements liés aux émotions sont aussi une adaptation à ce qui est convenu, à ce qu'on attend de nous, à la manière comme on a codifié nos corps, à la manière comme on nous dit de nous comporter avec une trace émotionnelle. Et que donc, très souvent, nous pouvons ressentir un malaise si la manière comme nous avons exprimé une émotion n'était pas adéquate avec ce que nous ressentons à l'intérieur. Ça s'appelle une incongruence en PNL. Et quand nous sommes d'accord avec l'expression de ces émotions, eh bien, nous sommes dans une congruence, c'est-à-dire dans une cohérence entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Et aussi, ce qu'on reçoit comme retour, c'est-à-dire en PNL, on va parler de feedback. Peut-être que l'expression de nos émotions va donner un résultat qui n'est pas celui qu'on recherche. D'accord? Et donc, le comportement est aussi une capacité, une compétence que nous allons développer en PNL pour pouvoir au mieux dire une émotion. Et donc, quelles sont les réactions, les comportements que nous recherchons? Quelles sont les réactions les plus utiles? Celles qui donnent un résultat bof parce qu'on a reçu de la part de nos interlocuteurs, de notre environnement, une réponse qui dit que hop, on a raté le coche. Donc, cohérence à l'intérieur, incohérence, cohérence. Donc, quand est-ce qu'on est cohérent entre notre expression et ce que d'autres ressentis et notre expression? Et puis, comment est-ce que nous obtenons le résultat face à nos interlocuteurs, à nos contextes? Et donc, comment est-ce que nous allons appliquer des nouveaux comportements? Donc, ici, nous avons pas mal d'interventions pour pouvoir modifier nos comportements. Comment est-ce qu'on peut aller chercher d'autres comportements que nous avons eus par le passé ou que nous imaginons pouvoir avoir et comment est-ce qu'on les installe au niveau inconscient? Et puis, utiliser des stratégies satisfaisantes. Voilà, je pense que pour ce qui est des émotions pour aujourd'hui, j'ai à peu près dit l'essentiel. Il faut savoir que quand on se penche sur les émotions, et les émotions sont tout le long une attention constante en PNL, donc nous sommes, comme nous les savons, utiles et que nous les savons comme une boussole intérieure, elles font partie tout le temps de notre manière d'envisager l'humain. Un humain n'est pas autre chose qu'un être émotionnel, sensoriel et bien sûr un être de réflexion. Et donc les émotions traversent tout le temps le champ d'intervention de la PNL. Et donc,
il y a pas mal de bénéfices que nous pouvons tirer en apprenant non seulement la PNL, mais aussi les émotions. Comme vous pouvez voir, il y a bien d'autres bénéfices encore que je pourrais évoquer, mais que je vais vous laisser imaginer, puisque vous avez compris, nous sommes tous des êtres émotionnels. Alors, je vais pas vous quitter sans vous parler de nous. Hein, donc, je suis là, Dalila est là, mais nous sommes 6. Nous sommes une joyeuse équipe de 3 hommes et 3 femmes. Et donc, nous avons de côté gauche Dalila qui s'est présentée tout à l'heure et que vous allez très bientôt voir. Dalila qui fait équipe avec Gonzague à Lille. Gonzague est un coach, un orientateur de carrière, mais aussi un entraîneur mental dans le monde sportif. Donc, c'est un homme qui aide à développer des stratégies d'excellence. Dalila, elle est plein de choses et elle vous dira peut-être un petit peu plus tout à l'heure, mais elle s'est déjà présentée. Mais vous savez aussi que Dalila, elle est formatrice en PNL, tout comme Gonzague, et elle est aussi hypnothérapeute. Du côté de Bruxelles, qui avons-nous? Nous avons Eric, notre cher Eric, qui est travailleur social, qui travaille auprès de populations vulnérables, mais il est aussi formateur par ailleurs, il est formateur et il est avec nous, formateur en PNL, maître praticien, grand formateur devant l'univers comme Dalila et Gonzague. Il y a moi, je me suis déjà présentée, Alexis Kestermans, avec qui j'ai redémarré l'école PNL. Enfin, elle existait déjà, mais on l'a pris à bras le corps depuis 2009. Enseignant en PNL, psychothérapeute, psychologue clinicien, formateur et intervenant dans les systèmes de travail. Et puis, nous avons Zakia Serrani, enseignante en PNL aussi. Elle est formatrice en gestion de projet, en gestion du temps. Elle est coach, bien sûr. Nous le sommes tous, soit thérapeute, soit coach. Et elle est, bien sûr, formatrice, non seulement en PNL où elle est enseignante, mais elle est aussi la coordinatrice de Valorisons les différences, un projet au sein de la PNL, au sein de CFIP, où on s'occupe des diversités. Voilà, alors, pour vous parler de notre école, je vais être rapide. Depuis 2009, nous avons déjà formé plein de monde et donc au fur et à mesure des années, ça augmente et chaque niveau a son lot de spécificités. Je vous en parlerai. Toutes nos formations sont reconnues par des fédérations, donc la fédération IN qui chapeaute notre école de PNL et la fédération WU qui chapeaute notre formation en hypnose. Et donc, quand vous avez un certificat en PNL ou en hypnose CFIP, ce sont des reconnaissances internationales. Alors, nos modules de formation, nous avons le module de base, l'introduction à la PNL, 4 jours, où nous voyons les principes, la philosophie de la PNL, mais nous apprenons déjà à établir un lien de qualité, une relation de qualité, avec l'écoute, avec la reformulation, avec le fait d'accueillir le langage verbal et le langage corporel de nos interlocuteurs. Donc, on travaille sur la communication consciente et inconsciente. Et puis, on commence l'art du questionnement, comment aller vers le monde de l'autre, quelles questions poser, comment est-ce que nous découvrons ce qui fait partie de son monde intérieur, comment nous décelons la vision du monde de quelqu'un dans le respect entier et absolu de la personne. Bien sûr, en PNL, on n'est pas dans un système interprétatif, mais plutôt dans un système non jugeant. Et donc, il s'agit là aussi de respecter la carte du monde de l'autre. Et puis aussi, comment comprendre comment ça fonctionne, les pensées, les émotions et les actions. Et on commence déjà un principe d'intervention de changement. Comment passer d'un état problème à un état solution? Comment est-ce qu'on fait ça? Donc ça, c'est les 4 premiers jours de PNL et on sort de là déjà bien équipé pour en faire quelque chose dans la vie. Il y a des formations en septembre à Bruxelles, en octobre à Mons, en novembre à Namur et puis ça continue comme ça par après. Nous avons ensuite notre certificat
PNL, communication en PNL. Alors, l'introduction n'est pas une formation certifiante, elle fait partie du technicien et du praticien, mais à Lille et à Casablanca, nous donnons un certificat reconnu par notre fédération qui nous impose 5 jours. Il faut savoir que les formations en Belgique, souvent, les bases de la PNL sont 4 jours et donc nous nous sommes synchronisés aux autres centres de formation pour que les personnes puissent changer de centre. Mais à Lille, nous n'avons pas cette contrainte et à Casablanca non plus. Et donc, on donne 5 jours avec les mêmes contenus que les bases de la PNL ou l'introduction à la PNL, sauf que là, on introduit aussi déjà la formulation des objectifs. On a à Lille une formation PNL, communication PNL à partir de septembre et à Casablanca avec plaisir et avec joie à partir d'octobre. Et puis à Lille, tous les 2 mois, hop, c'est parti, Dalila et Gonzague vous offrent des formations de communication en PNL. Un autre niveau certifiant est celui du technicien. Donc là, on va aller plus loin dans les objectifs puisque en PNL, on va augmenter notre capacité à être motivé par un objectif en comprenant qu'est-ce qui soutient un objectif et comment on y parvient en allant sous objectif. On va aussi mobiliser des ressources pour passer d'un état problème à un état solution. Et donc, on va savoir quelles sont les ressources dont nous avons besoin. Nous allons travailler sur les émotions, dont vous avez aujourd'hui un petit parfum. Et puis, nous allons développer, comprendre les stratégies d'échec, les stratégies de réussite et commencer à savoir comment est-ce que nous réussissons au mieux tout ce qu'on entame. Nous avons une formation de technicien à Casablanca en janvier et février. Donc, il y aura PNLcom à Casablanca et à Marrakech et puis un technicien à Casablanca. Nous avons aussi un technicien à Bruxelles en janvier, à Namur en mars et à Lille en mars. Le niveau suivant, certifiant aussi, qui est celui de praticien 8 jours. Donc là, on va aller déjà dans ce qu'on appelle les protocoles de changement rapide et déprogrammer des choses qui sont entravantes au niveau émotionnel. Et donc, on apprend à changer la forme de nos automatismes. On va aussi travailler sur comment notre esprit peut rentrer dans des conflits internes. Et là, on va aller vers une conception de l'être qui n'est pas un, mais multiple, de plusieurs parties. Et comment est-ce que les plusieurs parties à l'intérieur de nous peuvent négocier ensemble, peuvent cohabiter et peuvent donner un résultat harmonieux et positif. On va travailler bien sûr sur les croyances et les valeurs, être davantage conscient de ce qui nous meut et de ce qui nous soutient. On va faire des interventions pour changer notre perception émotionnelle, cognitive ou comportementale et on va commencer à utiliser le langage de l'inconscient et donc apprendre à utiliser les recadrages et raconter des histoires. Et c'est en racontant des histoires que nous sommes certifiés en praticien puisque tout et chacun est invité à raconter une histoire à la fin de la formation. Alors, nous avons un intensif d'été. Pour ceux qui sont techniciens et qui sont en train de nous écouter, il y a un intensif d'été qui est encore possible, qui fait 4 jours début juillet et 4 jours en fin août. Celui-là, il y a encore de la place. Le praticien qui commence en septembre est déjà plein et le prochain praticien aura lieu l'année d'après. Et puis le certificat de maître praticien, qui est celui qui est après avoir dominé, maîtrisé la technologie du changement, on va travailler sur les niveaux plus, on va dire, spirituels, sur la connaissance de soi, qu'est-ce qui nous meut, quels sont les programmes inconscients que nous mobilisons, nos valeurs, nos croyances. Donc là, on va faire un approfondissement. C'est bien évidemment un module dans lequel on est plus dans l'estime de soi, dans la connaissance de soi, dans la confiance en soi, mais aussi dans la perception de notre identité, de notre mission de vie. Et on termine en modélisant une excellence, un comportement, une stratégie, une émotion d'excellence qu'on voudrait acquérir pour nous. Et on va modéliser des experts de cela en voyant 2, 3, 4 personnes et en comparant comment ils sont excellents dans la manière. Et puis, on intègre. C'est un travail assez passionnant. Ça commence en janvier 2022 et c'est une formation de 16 jours. Nous inaugurons aussi le certificat de praticien en hypnose qui commence en octobre. Ce certificat
s'adresse aux personnes qui ont déjà eu au moins une année d'apprentissage sur une approche d'accompagnement. Donc, ça peut être la PNL, ça peut être le coaching, ça peut être l'AT, ça peut être les neurosciences. Mais nous demandons quand même un bagage d'accompagnement parce que là, on va bien sûr apprendre à accompagner le changement par l'hypnose. Et donc, avec tout ce que vous voyez ici, au menu, c'est une formation passionnante et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent et qui ont fait de la PNL et qui sont très intéressées par ça. Alors, pour terminer, avant de passer aux questions-réponses, je vais vous passer... La PNL, c'est comprendre la personne à partir de l'intérieur d'elle-même. Elle permet de conscientiser des processus qui sont souvent inconscients. D'approfondir à partir de nos perceptions sensorielles simples. C'est une vision très positive et très humaniste de la capacité qu'on a, nous les êtres humains, à changer. C'est une aide à la compréhension du fonctionnement, de notre fonctionnement, du fonctionnement de ce qui nous entoure. C'est une approche holistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tient en compte à la fois notre monde mental, neuro, notre monde de la communication, linguistique, mais la PNL tient particulièrement en compte le corps. La PNL m'a appris à prendre conscience de ce que je suis. D'abord de découvrir ma carte du monde, vraiment d'en être consciente. C'est une meilleure compréhension de ma structure pour l'adapter à la structure des autres. En me rendant compte de manières d'expression que j'utilisais, je me suis dit que ce serait intéressant d'explorer mon fonctionnement. Ça m'apporte une grande facilité au quotidien d'être en connexion avec les autres et aussi dans mon travail. Ça me permet d'avancer beaucoup plus vite. C'est découvrir qu'en fait tout est possible. C'est que chacun peut progresser, chacun a beaucoup de positivité. C'est une belle découverte et c'est une façon de vivre. C'est pas seulement de voir les choses, c'est une façon de vivre les choses. Au CFIP, on est attentif à toute une série de valeurs, des valeurs humanistes, de respect. On est dans un centre à taille humaine. On est accueilli comme chez soi. On arrive dans la cuisine, il y a de quoi se restaurer, donc on est un peu comme à la maison. Toute notre équipe de formateurs a le souci, durant la formation, d'accompagner chacun individuellement dans son chemin. Ce que j'apprécie au CFIP, c'est que les formateurs sont à la fois formateurs et aussi intervenants dans des structures. Et donc il y a un côté très pratique. Les explications, la mise en scène et puis directement la mise en situation entre nous. Dans l'étymologie du mot accompagner, c'est partager le pain avec. Donc je vois souvent une formation de la sorte, c'est un peu comme si je partage le pain avec chacun des participants. L'ambiance, la diversité des profils des formateurs, je pense que c'est très important parce que finalement on s'identifie soit à l'un, soit à l'autre, selon les situations. Les formateurs sont juste géniaux, chacun avec sa personnalité, son expérience, mais surtout son envie d'aller faire progresser l'autre, d'aller chercher l'essence de chacun. Et je pense que le CFIP relève tout simplement de cette même humanité. Alors les gens qui forment le PNL, les formateurs, l'encadrement, respirent en fait cette humanité et c'est ça que j'apprécie. C'est ça que moi, quand j'ai été formée à la PNL au CFIP, je suis venue chercher et j'ai trouvé. Il y a un côté sécurisant et un côté rassurant, je pense, quand on vient suivre des formations ici au CFIP. Eh bien, je vous dis merci beaucoup et merci pour votre attention. J'étais très honorée de passer ce moment avec vous. Et maintenant, place aux questions. Je passe la parole à ma collègue Dalila. Bonsoir à toutes et à tous. D'ailleurs, je tenais à remercier l'ensemble des participantes et des participants pour l'intérêt qu'ils ont porté aux propos d'Olga, puisque j'ai reçu beaucoup de questions, donc je vais en sélectionner certaines. J'ai pris plaisir à répondre à une partie d'entre elles. Et donc la première question qui est: la culpabilité, est-ce une émotion ? Bien, comme l'expliquait tout à l'heure Olga, dans le cadre, je dirais, de la définition des émotions, il y a donc deux types. Il y a les émotions primaires
donc qui sont de soi à soi, et les émotions secondaires qui sont de soi à l'autre, eh bien, je dirais que la culpabilité est une émotion de soi à l'autre, en fonction de la façon dont, au travers de notre histoire de vie, de notre éducation, de nos expériences, et surtout de nos expériences subjectives, de quelle façon nous avons vécu la culpabilité. Et bien évidemment, la culpabilité, elle est générée en fonction d'une situation, en fonction de personnes. Parfois, on peut se sentir coupable vis-à-vis, je prends pour autant mon exemple, j'ai très souvent tendance à être coupable vis-à-vis de mes enfants, en me disant que peut-être que je suis une maman indigne, puisque j'ai l'impression de ne pas passer suffisamment de temps avec eux. Eh bien, cela est dû, je vous le partage, à mon éducation très méditerranéenne, où j'ai une maman qui est complètement dévouée à ses enfants, et donc j'ai ce sentiment, cette émotion secondaire de culpabilité qui fait que par rapport, je dirais, à mon contexte d'éducation, eh bien, je ressens cette culpabilité dans certaines situations. Donc, Olga, si tu veux prendre le relais, avec plaisir. Les sentiments, c'est les émotions tricotées avec les pensées. Je passe la parole à Dalila. Alors oui, la deuxième question, quelle est la différence entre une émotion et un sentiment? Et là, je vais plutôt laisser Olga, je dirais, expliciter tout ça, puisqu'elle a, je dirais, toute la substance, la quintessence, pour pouvoir vous apporter encore plus d'explications à ce sujet, du fait, je dirais, de son expertise sur le volet. Ok, merci Dalila. Bon, vous avez remarqué qu'on utilise les deux termes, hein, on utilise sentiment, on utilise émotion. Pourtant, il y a bel et bien une distinction. Bon, déjà, la philosophie a toujours fait une distinction, hein, les sentiments étant quelque chose de noble et les émotions étant quelque chose lié au corps, plutôt animal et rationnel, en tout cas au départ. Mais aujourd'hui, les neurobiologistes et les psychologues, les neuropsychologues s'accordent pour dire qu'il y a une différence, en effet. Dans les émotions, on a affaire avec des besoins quasi d'adaptation vitaux, hein, donc c'est-à-dire des réactions qui consistent à protéger et à nous conserver, alors que les sentiments ont une petite voix, ont un discours interne et donc sont alimentés par des pensées. Et que ce soit en neurosciences, que ce soit en psychologie cognitive, que ce soit en philosophie, cette distinction est faite depuis longtemps et donc ça veut dire qu'un sentiment peut durer beaucoup plus longtemps qu'une émotion. Une émotion peut être immédiate et puis disparaître, et un sentiment, c'est quelque chose qui est nourri par le discours interne. Dalila ? Alors, autre question, votre école offre-t-elle un suivi ou est-ce pour former les formateurs? Eh bien, je dirais que l'école PNL a pour objectif, dans un premier temps, d'apporter des outils, d'intégrer la philosophie de la PNL. Et je dirais qu'avant tout, c'est un chemin personnel, pouvoir se comprendre et comprendre les autres. Et voilà, la destination, je dirais, finale de la formation PNL, ce n'est pas forcément de devenir formateur, mais c'est avant tout d'intégrer les fondamentaux de la PNL qui sont de véritables outils puissants pour améliorer la connaissance de soi, mais pas seulement, pour pouvoir aussi communiquer avec aisance et surtout comprendre l'autre. Ça, c'est quelque chose d'aussi important. Et puis d'opérer des changements rapides, avoir la facilité de comprendre de quelle manière, justement, nos comportements sont dictés par nos émotions et nos expériences subjectives, et donc de permettre de faire évoluer, on va dire, ces émotions limitantes ou ces croyances limitantes pour aller vers le meilleur. Il y a une personne qui souhaiterait en savoir plus sur les ancrages et les techniques de recadrage. Ok, alors je vais être très rapide parce qu'on arrive très bientôt à la fin, mais les ancrages sont une technique d'intervention qu'on utilise en PNL pour déprogrammer des automatismes.
des automatismes qui commencent par l'émotionnel et qui se traduisent en comportement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos automatismes, souvent nous nous sentons quelque part coincés par une action, stimulus-réaction rigide et enfermée. Et donc nous allons chercher à l'intérieur de notre répertoire de vécu des états ressources, qu'on appelle des états ressources, c'est-à-dire ce que nous cherchons comme état émotionnel, comme état interne, et nous allons le inscrire au niveau inconscient pour modifier la séquence et modifier l'automatisme. Alors, il y a des ancrages qui se font en termes corporels, c'est-à-dire on va appuyer à un certain endroit pour pouvoir fixer l'accès à cet état de ressources, mais nous avons aussi des ancrages tels que les ancrages visuels avec une image. Donc, par exemple, à chaque fois que je vois une perle, je me dis « je suis compétente ». D'accord? Donc, je vais relier ce stimulus à ce type de réponse, à cet état de ressources. Et puis, je peux aussi, comme font beaucoup de personnes, utiliser un ancrage auditif. Et quand je dis bravo, quand je me dis bravo, eh bien, je me sens bien. Okay? Donc, je vais faire des connexions entre stimulus et réponse avec des états ressources, c'est-à-dire d'autres façons de ressentir et de fonctionner que celles qui m'entravent. Je reçois plein de messages de remerciements. Je vous remercie tous aussi. C'est magnifique de lire tout ça. Merci. Dalila, je te passe la parole. Il y a encore une question? Eh bien, il y a des questions autour, en fait, du parcours, si tu veux, PNL. Il y a une question autour du parcours de 16 jours et ensuite, il y a une question, les formations s'incluent-elles ou doivent-elles être cumulatives successivement? Donc, je pense que là, il y a lieu très certainement peut-être de préciser de manière pratico-pratique de quelle manière, en fait, les choses, elles s'enclenchent et puis elles interagissent entre elles au travers du parcours PNL. Eh bien, je dirais, tu compléteras sur la formation de 16 jours, puisque je n'ai pas toutes les informations en tête. Je dirais qu'en général, lorsque vous démarrez l'introduction PNL, vous avez très souvent envie de poursuivre parce que vous y avez pris goût. Puisque l'avantage, je dirais, de la formation de notre école et PNL CFIP, c'est une formation qui est à la fois très riche, on l'a bien vu au travers de l'intervention d'Olga, et à la fois très pratico-pratique. À savoir qu'à chaque fois qu'est posé un savoir, systématiquement, vous avez des exercices qui sont en lien avec ce savoir, des exercices qui sont pratiqués en petits groupes, où chacun, encore une fois, a son rôle, et chaque rôle a une portée à la fois pédagogique et à la fois une portée d'apprentissage. Alors, je dirais, selon vos possibilités, selon votre volonté, vos ambitions, vous avez bien évidemment la possibilité d'enchaîner introduction, technicien, praticien, maître praticien. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer le parcours de 16 jours, donc maître praticien, mais à condition que vous ayez validé bien évidemment les étapes au préalable d'introduction de technicien, praticien et maître praticien. Pour information, moi j'ai intégré le parcours en à peu près 18 mois, donc du démarrage de l'introduction jusqu'au maître praticien. Une chose également qui est quand même très importante et je dirais qui fait partie de la spécificité du CFIP, c'est que dès le module du technicien, nous invitons les participants à travailler en groupe d'intervision pour continuer à s'entraîner parce que c'est une matière qui est vivante, la PNL, et c'est une matière qui a besoin d'être pratiquée. Et c'est une matière qui permet de faire évoluer rapidement. Et donc, à partir du moment où on acquiert, je dirais, ces pratiques, ces réflexes, eh bien, ça demande à être travaillé. Voilà, j'espère avoir répondu à vos besoins et à vos attentes. OK, et la formation de 16 jours, c'est la formation de maître praticien. Il me semble très important de dire que
ce que vient de dire Dalila, c'est le mot de la fin, c'est-à-dire que nos formations se passent de manière active et que donc nous avons toujours une partie qui a une explication d'un modèle. Ensuite, nous avons une démonstration de comment utiliser un modèle, dans quel type d'intervention, pour quelle fin. Nous voyons le formateur ou la formatrice le faire. Et puis, ensuite, nous allons tester, essayer et refaire, tenter de vivre la même chose. Tenter, non, le vivre, il n'y a pas de tenter. Et voilà. Et donc, ainsi, on a à la fois un apprentissage théorique et un apprentissage par le faire. Et puis, nous avons toujours des feedbacks pour pouvoir donner un retour de comment ont été nos expériences. Il est 19h30. C'est l'heure de vous quitter. Ce fut un bonheur, même si j'ai pas pu voir vos visages. J'ai reçu plein de beaux messages. Dalila, Claudia et moi-même, nous vous attendons pour nos formations et nous serons très heureux d'avoir vos retours quant à ce webinaire. Si jamais vous avez envie de nous laisser un petit message sur le chat que nous garderons et nous conserverons avec grand plaisir comme un souvenir, un ancrage d'un moment plaisant. Merci à vous. Merci.